Bonjour à tous et bienvenue sur le Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. Encore que là, aujourd'hui, c'est pas un fil tendu. Là, c'est carrément, on va être très très haut dans l'atmosphère pour regarder le phénomène. Alors, bien sûr, à notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Ce soir, je suis ravi d'inviter de nouveau Gilles. Gilles, comment vas-tu? Salut Pascal, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien et je suis toujours ravi, encore une fois, quand je sais qu'on va faire une émission ensemble. Alors, ça fait pas quelques émissions qu'on a fait ensemble. On a fait une émission sur le cas Valentich et c'est vrai que ton éclairage de professionnel du secteur aérien a été très très utile parce que moi j'ai appris plein de choses avec ton œil d'expert. On a fait aussi une émission sur le MH370 suite à la sortie du livre de Florence de Changy, si j'ai bien ça, Florence de Changy. Bon, tu as donné ton point de vue, hein, on ne peut pas dire que tu sois complètement d'accord avec ce qu'elle a écrit, et c'est bien justement, c'est aussi ça, la démocratie et de discuter. Et puis on avait fait aussi un complément, vrai ou faux, je ne sais pas si tu t'en souviens, où tu nous avais expliqué dans un cockpit d'avion quels sont les moyens de détection dont dispose le pilote pour voir si un avion est à côté de lui ou pas, et on l'avait fait dans le cadre d'un pilote qui, non pas n'avait fait un témoignage, mais avait demandé à la tour de contrôle, il pensait avoir vu un missile. Voilà, c'est un cas qui est encore analysé et discuté en Amérique aujourd'hui. Donc voilà, donc nouvelle émission par contre aujourd'hui, tu as poussé cet été, on va le dire comme ça, hein, parce que je pense que c'est le bon mot, un coup de gueule, sur ce qu'on appelle les chemtrails. Alors les chemtrails, c'est connu, c'est pas connu, c'est quand même des choses dont moi j'entends pas mal parler depuis longtemps. Euh, je vais te poser une première question. Elle est quand même pas. On commence dans le dur, mais Covid-19, chemtrails, au niveau de certaines théories sous-jacentes, c'est le même combat. C'est la théorie de la diminution de la population mondiale parce qu'on est trop nombreux et que les élites veulent diminuer le nombre de gens sur Terre pour que ce soit mieux. C'est un petit peu ça quand même. Il y a un peu de l'idée, en effet. Après, moi, c'est pas tant sur ce débat-là que j'ai voulu Oui. réagir, mais c'est surtout sur le fait de prendre des fausses images, de détourner des images et de les truquer, justement, pour convaincre le public de la réalité des chemtrails. Et on verra, il y a des images, elles sont quand même assez fantastiques Ouais. à ce niveau-là. Tu connais l'adage, la fin justifie les moyens pour certains. Exactement. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors après, par contre, ce qu'on va dire, et c'est important, mais encore une fois, c'est le maybe, moi je dis pas qu'on sait tout ou qu'on sait rien, mais enfin, c'est vrai, on va peut-être commencer par ça, qu'il y a des expériences de modification du climat. Ça, on ne peut pas le nier, mais c'est pas fait pour tuer des gens. Non, alors ce qu'il faut déjà pour planter le décor quand on parle de chemtrails, Ouais. chemtrails c'est en fait le raccourci de chemical en anglais, donc chimique, et trail, traîner. Donc traîner chimique. Voilà. Voilà, bon, ça donne le Voilà. ton. Ce l'on attribue aux chemtrails, souvent, c'est les traînées des avions, ce qu'on appelle en anglais les chemtrails. Donc c'est pas tout à fait le même mot. Voilà, donc il y a un amalgame, on va le voir, qui est sur ce point-là. Alors sur les programmes de Gilles, je modification, viens de comprendre parce que effectivement, tu avais mis sur ton mur que tu allais faire cette émission et un de tes followers avait mis un petit cow-boy qui dansait. Mais j'ai compris, c'est parce qu'en fait, ça fait country contrails. D'accord, ça y est, c'est ça. je viens de Ouais. la comprendre. Excusez-moi. C'est ça. Donc en fait, il y a cet amalgame qui est au niveau des deux mots. Oui, ouais, ouais, Euh, ouais. pour parler, donc, comme tu disais, des programmes de modification du climat, souvent on entend pas mal de choses sur ces programmes-là, comme tu disais, hein, justement. Mais il faut savoir que c'est une réalité. Ça Oui, n'est pas du tout des théories complotistes. Ça existe réellement, hum, ces programmes-là. Maintenant, il faut vraiment comprendre, on va justement en parler de manière objective, quels sont ces programmes-là et allez. surtout dans quel but ils ont été faits. Alors ça date pour certains, plus d'un siècle, et surtout ça s'est davantage industrialisé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi? En fait, il y avait une volonté non pas de contrôler le climat quelque part au niveau mondial, mais à l'échelle locale, Mhm, d'empêcher certaines apparitions, notamment de grêle. Donc il n'y a pas que ça, vous avez surtout l'agriculture qui est un grand pilier de la modification du climat, hum, ponctuellement, parce qu'on hum, cherchait hum, justement à faire pleuvoir pour
arroser les cultures. Ça, c'est déjà un premier élément. On verra, ça existe en France. Voilà. Il y a ça. Il y a également le fait d'empêcher la grêle de tomber et d'abîmer les cultures. Également, du point de vue hydroélectrique, les barrages, on faisait en sorte de faire pleuvoir de la neige plus facilement sur les sommets, de façon à avoir des réservoirs qui soient suffisamment remplis et que les centrales hydroélectriques fonctionnent, on va dire, à plein régime ultérieurement. Voilà. Et également de tenter d'éviter les orages et notamment la foudre qui était à l'origine, surtout aux États-Unis et dans d'autres pays, de l'apparition de feux de forêt. Donc, il y a toujours cette volonté, non pas de contrôler complètement le climat ou de le modifier, mais ponctuellement d'éviter certains désagréments comme ça. De l'adapter à nos besoins. Après, on ne peut pas, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, encore que, on ne peut pas reprocher à certains de dire mais on joue quand même aux apprentis sorciers en essayant de modifier le climat. Ça on ne peut pas leur jeter la pierre aux gens qui disent ça quand même. C'est quand même le cas. On le verra parce que les procédés qui sont employés, ils sont loin d'être aussi valides qu'on le pense. Hein. Toutes les études qu'on va voir, on va parler du iodure d'argent surtout, je vais surtout me baser là-dessus. Les études scientifiques sont très controversées sur l'efficacité, mais également sur les impacts sanitaires. Exactement. On va en parler un petit peu justement après. Hein. Je vais parler du iodure d'argent, à quoi ça correspond. Donc ces programmes-là, ils existent. Vous les retrouvez également dans certains rapports au niveau du Congrès américain. Maintenant, l'efficacité, c'est plus une question de croyance. C'est un peu comme les ovnis. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Notamment en France, on verra avec les viticulteurs. Les viticulteurs craignent la grêle, ce qui se comprend. Ah bah ça flingue une saison, hein, c'est clair. Hein. Voilà, ils investissent et même c'est carrément des chambres de commerce et donc des entités administratives du gouvernement en fait qui financent ce genre de projet. Oui, non, c'est sûr. Bon, après quand même, pour répondre aussi à une partie des gens qui peuvent le penser, ils ont raison. C'est vrai que quand on entend chemical, chimie, on a quand même su faire des belles saloperies avec la chimie. Ça a commencé avec la Première Guerre mondiale. À partir du moment où on s'est foutu dans des tranchées, il y a quand même des mecs qui ont réfléchi en disant qu'est-ce qu'on peut balancer dans les tranchées pour tuer les gens. C'est le gaz moutarde, hein, ça date quand même de la Première Guerre mondiale. Et puis on peut se rappeler aussi, bon, il y a l'exemple tristement célèbre de l'agent orange qu'on a utilisé au Vietnam de façon massive. C'est de la chimie, c'était pour désherber de façon massive. Mais on sait que l'agent orange, à long terme, est une catastrophe sanitaire et une catastrophe pour les gens qui ont pu en respirer, qu'ils étaient d'ailleurs vietnamiens ou américains. Voilà, donc des malformations justement chez des bébés vietnamiens par rapport à ça. Hein. Et on verra qu'en Vietnam, il y a eu des expériences justement de modification du climat. On va en parler justement aussi un peu. C'est ce que je veux dire par là, Gilles, c'est que ta vidéo, c'est pas une vidéo de béni oui, de dire non, on fait pas de chimie pour détruire. Oui, on en fait. Maintenant, de dire que des mecs dans des avions balancent de façon massive des produits chimiques pour tuer des gens, là, par contre, il y a quand même un pas enfin, en tout cas, toi, tu montres aujourd'hui que les arguments qui sont utilisés pour dire, bah regardez, je vous montre ça, c'est vrai, bah, ils sont quand même très fallacieux. Voilà, c'est la façon dont c'est détourné, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Et vraiment, merci pour cette vidéo, parce que c'est vrai que moi, il y a des photos que tu as montrées que j'ai déjà vues et que je me disais, tiens, c'est quand même bizarre, est-ce que c'est un montage? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Et voilà, à travers ta vidéo, qui est dans la barre de description, hein, et qui dure une vingtaine de minutes, bah, je trouve que ça éclaircit beaucoup de choses et bah, quelque part, c'est un côté rassurant aussi de se dire, bon, bah, ok, ces images, certaines images sont vraies, il y a des avions avec des citernes dedans, mais c'est pas pour balancer de la chimie. Voilà. Tout à fait. On va aller voir un petit peu après certaines photos. Exactement. Ouais. Donc là, pour parler un peu du iodure d'argent, pour parler un petit peu de ça, j'ai une première. Alors, on va vous afficher l'écran de Gilles, voilà. Alors, première petite image. En fait, le iodure d'argent est principalement utilisé pour ce qu'on appelle le cloud seeding. C'est en gros, on va balancer du iodure d'argent dans le nuage. Alors, le but de ça, il est multiple. Soit de faire tomber la neige sur les sommets, comme on l'a dit, pour pouvoir alimenter les sommets en neige et ainsi les barrages hydroélectriques quand la neige va fondre. Mais également dans les cultures, notamment viticoles. Et donc, le principe, c'est de mettre
des principes. Alors, je vais vous montrer une autre image. Ça, c'est un système qui est utilisé en France. C'est un système qui permet d'envoyer. Alors, il y a du iodure d'argent, du iodure de potassium aussi. Et, le principe, c'est de balancer ce composé à la base des nuages de façon à empêcher en fait, la formation de grêle. Alors, comment ça fonctionne? Le principe, c'est le principe du iodure d'argent, c'est que ça va en fait attirer les molécules d'eau. Et en les attirant, on va les empêcher de continuer à monter dans le nuage. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, la formation d'un nuage, notamment un nuage d'orage, c'est la molécule d'eau qui va monter, qui va se refroidir, qui va se condenser, qui va créer le nuage. Et au fur et à mesure de ce développement vertical, ça va créer des nuages, des cumulus, puis après des tower cumulus, c'est-à-dire des nuages en forme de tour. Et c'est le stade juste avant le cumulonimbus, qui est le nuage d'orage. C'est ce nuage qui va créer la grêle, la foudre. Donc c'est ce nuage-là qui fait peur en fait aux agriculteurs. Les mécanismes les plus destructeurs, on va dire, pour l'agriculture, oui, effectivement. C'est sûr que de la grêle pour un agriculteur, c'est la fin de la. On l'a vu, hein, on l'a vu encore cette année, c'est absolument terrible. Encore une fois, ça peut mettre une saison par terre, hein, donc c'est pas rien. Mais alors, ce iodure d'argent va alourdir en fait les molécules, c'est ça, et les empêcher de monter? En fait, il va capter une partie des molécules d'eau et ainsi les empêcher de monter et faire donc davantage, on va dire, pleuvoir. C'est le but de faire tomber de la pluie. Mais surtout, comme ces molécules d'eau vont moins monter dans le nuage, ça va normalement, hein, il n'y a aucune preuve, limiter le développement vertical de ce nuage d'orage et donc la transformation de ces gouttelettes d'eau en grêle puis en grêlon. Donc ça, soit on l'envoie depuis le sol et on espère que ça monte dans le nuage, sauf qu'il y a des études qui ont montré que ce procédé, on a le iodure d'argent qui monte assez rarement au-dessus de 450 mètres d'altitude. Ah, ça ne va pas suffire, ouais. Qui n'est pas très très efficace. Donc il y a d'autres méthodes, notamment avec des avions, qui permettent d'aller directement dans les nuages ou même au-dessus pour essayer de limiter le développement vertical du nuage, pour essayer de limiter justement ce développement. Ça me paraît plus efficace comme méthode, effectivement. Ça paraît plus efficace, sauf que quand on regarde les études scientifiques, elles sont très controversées. Certaines vont dire que dans certains cas, on a eu 30% d'augmentation du niveau de pluviométrie. Et dans d'autres cas, pas du tout. Le problème, et là je suis très dubitatif, c'est que comment on peut partir d'une base qu'on est censé connaître? C'est-à-dire, on va dire, on a eu 30% de plus de précipitations. Et comment on sait, le nuage, combien de précipitations il aurait dû donner si on n'avait pas fait ça? Ouais, c'est pas une éponge que tu imbibes d'eau, là. Hein. C'est un nuage, tu ne sais pas combien il va. Enfin voilà, ok, je suis d'accord avec toi. Mais le iodure d'argent, parce que là, tu disais, par exemple, si on les balance dans ces espèces de tuyauteries qu'on a vu tout à l'heure à 450 mètres, elles redescendent. Est-ce que c'est pas nocif pour celui qui les inhale ou même pour les végétaux autour? Alors justement, il y a des études là-dessus, et là aussi, c'est pas forcément très clair. Bien sûr, parce qu'on va la respirer, mais ça va aussi aller dans les sols, puisque ça va être accolé aux molécules d'eau, donc ça va rentrer dans la terre. Et il y a des études qui montrent que les végétaux captent très facilement ce iodure d'argent, et notamment au niveau des bouts des branches, au niveau des feuilles, et ça a tendance apparemment à les asphyxier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études réellement objectives là-dessus. Pareil, ça va finir dans les nappes phréatiques. Et on ne sait pas quel est l'impact de l'ingestion d'iodure d'argent par le corps humain. C'est pas forcément très clair. On sait que c'est pas très bon. Et là où ça inquiète la communauté scientifique, c'est pour les populations qui dépendent justement de l'eau de pluie pour boire. Et bien là, la quantité d'iodure d'argent qui récupère dans l'eau de pluie peut être très importante. Donc il y a des problèmes sanitaires par rapport à ça qui se posent et qui ne sont pas clairement démontrés. Ouais, on parlait d'apprentis sorciers tout à l'heure, là, c'en est un exemple, par exemple. Hein. C'est ça, mais pas mal de ces programmes-là ont été faits également dans l'optique de mieux comprendre également l'environnement, de la formation des nuages et tout ça aussi. Ouais. Bah, le problème, c'est que ça, tu peux pas tester ça en laboratoire, ou en tout cas à échelle très réduite. Donc, il y a un moment, tu es obligé, si tu veux vraiment faire des tests, de balancer ça en grandeur nature, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est compliqué.
Ouais. Voilà. Donc, au Donc là, sur risque. cette image, tu vois, sur un avion, en fait, c'est des sortes de fusées en fait, que l'on met à l'arrière de l'avion et on va pulvériser ça en fait, dans le nuage. Donc là, ça C'est a de été l'épandage. C'est de l'épandage. c'est de l'épandage, tout Hum, hum, simplement. hum. D'accord, À ouais. savoir que c'est pas, il n'y a pas que le iodure d'argent qui peut être utilisé pour ce genre de choses. Vous avez également, ça a été le cas en France, à Orly, Mhm. alors, je sais plus, dans les années 70, je crois. On faisait tourner des moteurs d'avion sur les abords de la piste parce que un Mhm. autre problème, c'est le brouillard. Et pour Ouais. essayer d'éviter justement le brouillard, eh bien, on mettait des moteurs qui tournaient à proximité de la piste dans le but de réchauffer la masse d'air. Et quand on réchauffe la masse d'air, le but c'était de dissiper un peu le brouillard afin d'améliorer la visibilité et donc la sécurité des décollages et des atterrissages. Donc il y a aussi d'autres procédés également comme ça. Mm. Ouais, parce que faire tourner des moteurs d'avion, c'est pas hyper bon non plus quand même. Pas Enfin très bon, écologique. et Voilà. ils auraient pas pu mettre, je sais pas, des espèces de tonneaux avec du feu. Enfin, je sais pas, ouais, c'est vrai que. Ça a dû Enfin se bon. faire aussi, hein. Je pense qu'ils ont Des dû pistes, tester également ce genre de des, choses. des Voilà. pistes avec du chauffage au sol. Tout à fait. Enfin Alors, bon, c'est pas très écologique maintenant, on évite, et puis surtout, on s'est rendu compte que c'était pas très, très efficace. très efficace surtout, ouais, Voilà. j'imagine. Ouais, un Il y a, rapport. il y a d'autres procédés également. Il y a des ballons qui sont utilisés par des viticulteurs Ouais. avec notamment du sel. Le but, c'est d'envoyer le ballon en altitude, de libérer ce sel dans le nuage et l'appareil d'essayer de capter l'eau et d'empêcher la formation des grêlons. Voilà. Libération par éclatement du ballon, alors. Alors certainement, oui, je pense Ouais, que ouais. moment tu l'éclates. Oui. Ah, faut peut-être en envoyer quelques-uns quand même. Alors c'est un petit ballon face à un gros nuage d'orage. Je suis très dubitatif sur Ouais, l'effet. voilà, ouais, ça ressemble quand même un petit peu à du bricolage aussi, quoi. Ouais, c'est pas évident, quoi. C'est Voilà. bon, Alors, on pas... parlait du Vietnam aussi, tu disais tout à l'heure. Euh, il y a eu ouais. l'opération Popeye, dont le but était pareil d'utiliser le iodure d'argent Mhm. pour essayer de faire pleuvoir les nuages, surtout au niveau de la route Ho Chi Minh. Ouais, pour mettre de la gadoue. C'est ça, parce que en fait, la route Ho Chi Minh était la route utilisée par les Nord-Vietnamiens pour Pour le amener tout matos. un tas Ouais. de renforts, etc. Et le but, c'était de rendre cette route impraticable et de justement d'empêcher les Nord-Vietnamiens de continuer à alimenter le Sud-Vietnam. Mais j'ai vu des images, les mecs, ils étaient capables de t'amener un canon, mais Mm. sur une route improbable, ils arrivaient à te balader un canon, quoi. Enfin, c'était incroyable, quoi, ce qu'ils arrivaient à faire passer par cette route Ho Chi Minh. Mais Ouais, effectivement, si c'était de la boue, ça aurait pu vraiment les handicaper pour le matos, quoi. tout à fait. Donc, tu vois, au niveau militaire, ça a également été utilisé. Ouais, Alors, tant qu'on ok. est dans le niveau militaire, il y a un point qui est intéressant à aborder. Certains vont reconnaître l'image. C'est ça. C'est Harpe, ça, non? C'est HARP, exactement. Voilà. Alors, j'ai plus en tête ce que veut dire l'acronyme, là, comme ça. Oh oui, voilà. Je sais J'ai qu'il y a plus en deux tête. A, mais c'est tout, hein. Après, Ouais. H2A, RP, à la rigueur, chercher. Bon, allez, on Mm, mettra peut-être une fiche à l'écran sur le montage pour donner la définition d'ARP. Voilà, on va faire ça. tout à fait. Donc, le HARP est très décrié Ouais. comme étant un programme de modification volontaire à l'échelle militaire. Oui. C'est, c'est loin d'être ce cas-là. Il faut Dans le savoir que ce but, pour programme, aller au bout, dans le but de nuire aux adversaires. Voilà, ouais. voilà. Si on va au bout de ce qu'on porte avec ARP. Voilà, ok. Mm. Mm, mm. Mais c'est pas du tout évident. Notamment, ce Ouais. projet, il est actuellement, il est mené par une université. Je crois que c'est en Alaska. Mais le principe, alors, pour en parler un peu, c'est de toucher à la ionosphère. Alors, l'image sera pas forcément très nette. Voilà. Alors, ionosphère, c'est combien? 30-70 km donc. Alors, moi, ça doit être, j'ai plus les altitudes en tête, hein. Ben, Voilà. on vous les mettra aussi à l'écran. Au montage, on essaiera de vous trouver les bonnes mesures, effectivement. Donc, le principe, en fait, de HARP, c'est de ioniser, en fait, la ionosphère, enfin, de Ouais, jouer sur cette ionosphère pour faciliter certaines communications radio à longue distance, et notamment d'accord. des radios, les gammes de fréquences ELF et certainement même VLF, c'est-à-dire extremely low frequency, donc très, Ouais. très extrêmement basse fréquence, et très basse fréquence, les VLF. C'est Et c'est de la rendre plus conductible, en fait, quelque part. voilà, le but, Ouais. c'est d'améliorer la conductivité de la D'accord. ionosphère par rapport à Ouais. ces gammes de fréquences. D'accord. Alors, à quoi servent ces gammes de fréquences? Elles sont surtout utilisées par les sous-marins parce que ces gammes de fréquences, à la différence de la VHF qui est Ouais. utilisée en aviation, eh bien, ça traverse le milieu marin et ça peut permettre de D'accord. transmettre des données ou des ordres de tir aux sous-marins nucléaires américains. D'accord.
Donc, c'est un principe qui est utilisé également pour ça. Pourquoi? Parce que les ondes, en fait, elles rebondissent sur la ionosphère et sur la Terre. Donc, ça permet d'augmenter la portée de réception de ce type de fréquence. Voilà. Intéressant. Et là, on balance quoi? C'est toujours le dur d'argent ou c'est d'autres... Non, là, c'est de l'électromagnétique, je crois que c'est du micro-ondes. D'accord, ouais, donc bon. Ouais, là, encore une fois, je suis désolé, hein, mais là, encore une fois, apprenti sorcier, quoi, hein, parce que balancer des micro-ondes dans l'ionosphère, l'atmosphère, la trotosphère, ce que vous voulez, hein, on fera. On ne sait pas ce que ça fait comme effet par rapport à la couche d'ozone, mais également par rapport à certains passages de rayonnement solaire. Oui, il y a ça aussi, hein, parce que si c'est pas pour d'avis là-dessus, hein, le but, c'est pas de dire non, ça n'existe pas. Si on montre ça existe. Maintenant, est-ce que l'efficacité, elle est prouvée? C'est difficile, et puis sur ce genre de choses, on est sur du terrain militaire qui est quand même assez vite secret défense. Enfin, moi, ce que je vois effectivement depuis qu'on discute tout à l'heure, on voit bien que c'est plus une volonté commerciale, militaire, mais voilà, il n'y a pas de volonté de... Alors, c'est peut-être un effet secondaire, et je suis très très loin de le contester, hein, mais on est plus sur un côté opérationnel que sur un côté de nuire à la population qui est au sol quand même. Oui, parce que quand on voit les perturbations que l'on a actuellement en termes de chaleur et tout ça, bon, non. Ouais, bon. Visiblement, ça marche pas très bien. Hein. On peut se poser des questions. Ou alors, voilà. Ou alors ça marche bien, mais pour d'autres choses, effectivement. Oui. Donc, voilà, je voulais parler un petit peu de ça pour dire que c'est quand même une réalité. Hein, mais c'est important, hein, encore une fois. Hein, voilà, il faut. Hein, je veux pas que les gens disent ouais, mais Gilles dit que ça n'existe pas, donc c'est super péremptoire et dogmatique. Non, loin de là. Hein, encore une fois. Il faut être prudent dans ce qu'on dit. On n'a pas la confirmation que tout ceci ça marche. Les impacts sur la santé, c'est pas clair. Voilà, c'est une réalité, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on a là, c'est-à-dire voilà, on y va. Là, on va en parler. Ça, c'est une image qui a été relayée dans les réseaux sociaux. Et on a un gros amalgame sur les contrails et les chemtrails. Ce que l'on voit, donc les traînées des moteurs, concrètement, comment ça se forme? Ce qui fait ces traînées blanches, c'est bien sûr la vapeur d'eau qui se condense, comme un nuage. C'est le même principe. Ce qu'on a tendance à penser, c'est que c'est l'eau qui vient de la combustion qui se transforme en glace. C'est pas du tout. En fait, le gros de la formation de glace, ça se fait pas là. En fait, c'est la poussière qui est issue de la combustion. Lorsqu'elle est éjectée à très haute température dans un air qui fait à peu près moins 50 degrés, eh bien, les poussières, elles vont servir, on va dire, d'accrochage aux molécules d'eau qui sont présentes dans l'atmosphère, qu'on ne voit pas. Voilà. Et en s'accrochant à ces vapeurs, c'est là qu'elles vont se condenser et qu'elles vont créer ces traînées. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces traînées. Ce que disent certains, ce que l'on voit sur ces images-là, il y a parfois des traînées que l'on voit qui ne sont pas liées au moteur. On le voit sur l'image B, l'image C. On a des traînées qui sont au milieu de l'avion. Sauf que certains disent, forcément, c'est qu'on rejette quelque chose dans l'air en plus. Non, pas du tout. À l'arrière de l'avion, notamment tout à la queue, au bout de la queue, il y a ce qu'on appelle l'APU, c'est un générateur qui peut être utilisé ponctuellement s'il y a besoin d'alimentation électrique, et l'échappement est justement au bout de l'avion, à cet endroit-là. Mais il n'y a pas que ça, il y a quelque chose de tout simple, c'est que ça peut très bien être aussi des traînées qui viennent des toilettes. Ah oui, quand on fait pipi, le pipi, quand il est expulsé, ça va se condenser aussi. Voilà. Donc, il vaut mieux vider la chasse quand on est à 11 km que quand on est en phase d'atterrissage, malgré tout. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'on voit ces traînées-là. On ferait tourner un moteur de voiture à l'altitude où se trouve l'avion, on aurait le même effet. En être conscient. Ce que l'on dit pas mal sur ces traînées-là, c'est que ça a également un impact sur l'infrarouge, l'ensoleillement, bien sûr, parce que ça va créer des nuages qu'on appelle des cirrus. Les cirrus, c'est des nuages à haute altitude. On a comme ça. Ah, ça, c'est classique, quoi. Voilà. Quand vous avez pas mal d'avions, si l'air est légèrement instable, en fait, la molécule d'eau ne va pas revenir à son état de vapeur tout de suite. Ce qui fait que ça va avoir une accumulation et créer ces nuages de cirrus. D'ailleurs, c'est typiquement en ciel d'hiver, ça. Hein. Enfin, nous, dans la région marseillaise. Même d'été, c'est juste de l'humidité en haute altitude. Hein. Et cette humidité, elle peut également être plus. On va l'avoir plus facilement s'il y a des traînées d'avion. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Donc, moi, je me rappelle une fois, la patrouille de France était venue à Marseille. Le ciel était strié, quoi. Donc, il était strié au départ, et puis après, ça se dissout. Et après, il y a une espèce
voilà, de masse, voilà, et qui donne un petit peu ça, quoi. Hein. Non, non, c'est clair. Ouais. Après, Bon, là, on ça, est à haute altitude. Dans le cas de la patrouille de France, on serait à basse altitude. C'est plus oui. une brume qui reste. Mais là, c'est vraiment à haute altitude. C'est ce qui vient des traînées d'avion. Ça peut se transformer en cirrus également. Bon, Mais techniquement, c'est pas dangereux, quoi. non, c'est pas dangereux. Par Voilà. contre, il y a un impact qui est noté sur le réchauffement parce que forcément, ça empêche la chaleur, on va dire, qui vient de la Terre de s'échapper de l'atmosphère davantage, on va dire un peu comme ça, pour simplifier. Ouais. Et ça a un impact sur le réchauffement également. Minimal par rapport au CO2, etc. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose qui est pris en compte dans l'aviation aujourd'hui, et notamment avec l'avion hydrogène, on va en parler un petit peu après. Avec l'avion hydrogène, on espère faire diminuer le nombre de traînées, du moins leur quantité. Pourquoi? Parce qu'on aura moins de poussière, parce qu'on n'aura pas de résidus de combustion comme on a avec les moteurs actuels. Alors, par contre, tu disais quelque chose dans la vidéo qui est un peu moins top, on va dire, mais il arrive, et les avions ont cette capacité, si elles ont un surplus de carburant, de rejeter ce surplus de carburant dans l'air en cas d'avarie, l'avion qui vient de décoller et qui doit retourner au sol, tu expliques, le train d'atterrissage ne pourrait pas supporter la charge d'un avion plein à ras-bord de kérosène, par exemple. Exactement. Pour juste finir sur ce Oui, qu'on a pardon, oui. alors, il y a un moyen de pouvoir limiter les contrails, c'est de voler plus bas. Parce que quand on vole plus bas, la masse d'air est plus chaude et on aura moins de formation de contrails. Le problème, c'est que... Qu'est-ce que tu entends par plus bas? Parce qu'un avion, c'est quoi? 10, 11 km en moyenne? C'est à peu près l'altitude? Oui, on est à peu près à 9000 mètres. 9000 mètres. D'accord. Si on volait à peu près à 6000 mètres, on aurait moins de contrails. D'accord. Le problème, mais plus de consommation, peut-être? exactement. Voilà. C'est tout le problème, on rejetterait davantage de CO2. Donc, d'un côté, on vole plus haut pour économiser du carburant. Si on vole plus bas, on va consommer plus, on rejette plus de CO2, c'est moins écologique. Donc, tu vois, et c'est plus cher pour les compagnies, donc c'est réglé, quoi. Voilà. Et puis, l'avion ira moins vite aussi. Ah bah en plus. Voilà. Tu consommes plus, tu vas moins vite, les clients sont moins contents. Allez hop, 9000 mètres et on n'en parle plus. C'est ça. Donc, tant pis pour les contrails. Voilà, ce que tu disais par rapport justement à la vidange carburant, ben là, tu as exactement une image. Avec, alors certains disent oui, voilà, on balance des produits dans l'air. Non, c'est tout simplement du carburant qui est vaporisé. Bon, c'est pas top non plus de balancer quand même du carburant dans l'air, hein, on va être clair. Hein. Pas dire bravo quand même. Hein. Mais non, c'est une question de sécurité. C'est que quand l'avion a réellement un problème et qu'il doit faire ça, c'est qu'il doit s'alléger rapidement pour se poser et ramener tout le monde à bon port. C'est ça. Alors ça crée des polémiques quand il y a des gens qui vont passer ce genre d'avion, qui font ce genre de traînée. C'est la sécurité des gens qui sont à bord. Les gens qui râlent par rapport à ça, ils seraient dans l'avion, ils seraient bien contents que l'avion se pose rapidement. On est bien d'accord, c'est pas systématique à chaque atterrissage que le mec dise bon allez on en a un peu trop, on balance quoi. C'est en cas d'urgence. C'est très encadré. Hein. Bah oui, parce que d'une part, et puis pour les compagnies, c'est une perte sèche, c'est le cas de le dire, parce que le carburant, elle le paye quoi. Déjà il y a ça, puis il y a tout un volume de protection que nous, les contrôleurs aériens, on mettait en place, parce qu'il faut éviter de faire passer un avion dans le sillage d'un avion comme ça. Il peut prendre feu? Il n'y a pas forcément de preuves que ça pourrait se passer, mais on évite. Top, quoi. On évite quand même. Donc il y a un énorme volume de protection autour d'un avion qui est évident. Quitte à dérouter un avion de son altitude ou de son axe par rapport à une nappe qui pourrait traîner? Parce que tu peux la détecter au radar? Comment ça se passe? Non, tu ne la détectes pas, mais tu as un circuit d'attente qui est défini, généralement, de façon à dire l'avion il tourne dans ce circuit-là et on a un volume de protection par rapport à cette aire d'attente. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une tâche en plus pour les contrôleurs du ciel. Exactement. Voilà. C'est pas un métier reposant, j'imagine. Hein. Il doit y avoir des moments quand même assez stressants. Oui, après, c'est plus les pilotes qui sont dans l'avion qui risquent leur vie plus que les contrôleurs. Hein. Ouais, mais enfin, bon, quand même, tu as une responsabilité, quoi. C'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est aussi une réalité. C'est pas du tout de la diffusion de produits comme on peut l'entendre dire. Là, j'ai une image, c'était à Bangkok. En 2019, là, ils ont essayé de faire justement pleuvoir. D'accord. Donc là, c'est du iodure, de l'iodure d'argent, donc. Certainement. Certainement du iodure d'argent. D'accord. Ouais. Bon, après, encore une fois, je peux comprendre que
sans analyse complètement poussée, ou en tout cas de consensus scientifique sur les effets bénéfiques et négatifs, je peux comprendre que ça pose problème. Mais est-ce que ça justifie qu'on fasse passer, enfin qu'on dise des bêtises pour défendre une idée qui au départ n'est pas spécialement contestable, on va dire. C'est ça, et c'est justement là, tu Ouais. Voilà. introduis exactement ce sur quoi j'allais parler. C'est des images comme ça où on vous montre des réservoirs à bord d'un avion et on vous dit, bah, regardez ce qu'on va déverser dans l'air qui sont dans les avions. Non, Mais non, tu sais non. que c'est une vraie question parce que moi j'ai déjà vu ces photos et à chaque fois je me disais mais ouais c'est bizarre, est-ce que c'est un montage? Est-ce qu'il y a des avions qui sont équipés comme ça? Et s'ils sont équipés comme ça, pourquoi ils le sont quoi? C'est vrai que c'est une vraie question quand même. En fait, c'est dans les processus de certification des avions. Voilà. On doit justement tester l'évolution du centre de gravité de l'avion. Ça, c'est Ouais. hyper important parce que c'est ce Oui. qui va permettre à l'avion de voler ou de tomber. Donc, vous avez dans les avions, lors des tests, des réservoirs comme ça qui sont placés. Mais vous en avez d'autres, hein. Je vais avoir une autre photo qui doit traîner. Je ne l'ai peut-être pas gardée. Non, je ne l'ai pas Enfin, gardée. d'ailleurs dans la vidéo tu en montres quelques-unes hein, qui sont quand Voilà. même Ouais. assez significatives effectivement. Ouais. Alors, le but, c'est quoi? C'est de simuler la masse des passagers. Eh oui. Et pourquoi justement on a autant de tuyaux entre les différents bidons qu'il y a là? C'est tout simplement pour pouvoir transférer de l'eau sur d'autres bidons et Oui. de faire varier en fait la masse en mettant plus de poids vers l'avant, plus de poids vers l'arrière et de vérifier le comportement de l'avion. Est-ce que l'avion reste quand même pilotable? Est-ce que la réactivité des commandes est dans les normes de tolérance? Parce que tout ça, c'est encadré dans les procédures de certification. Oui. Donc, ça, c'est encadré, ça fait partie des procédures de certification. Et c'est vrai que c'est logique. Quoi de plus maniable, ou en tout cas confortable que des flux hydrauliques pour regarder un petit peu la répartition des poids. Ça là-dessus, enfin, pas besoin Tu peux d'être un la grand faire varier en scientifique vol. pour le comprendre, hein, c'est clair. C'est surtout que tu peux la faire varier en vol et c'est ça qui est intéressant. Exactement, Voilà, exactement. Donc là, pour faire des tests, c'est top du top, quoi. exactement. Après, on voit parfois des réservoirs un peu de ce genre-là. Alors ça, oui, ça c'est quand même Mm. la tarte à la crème, quoi. Moi, c'est vrai que tu vois ça dans un avion, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Ça sert à Voilà. quoi? Tu dis, c'est un avion militaire, c'est quoi le but, quoi? C'est tout simplement un truc comme ça. Bon, alors, l'image, elle n'est pas très nette, mais Ouais, quand c'est même. un avion ligne qui est transformé en bombardier d'eau pour lutter contre les D'accord. feux de forêt. Et ça, on va en avoir de plus en plus. Et Bah ces oui. avions, souvent, sont équipés, souvent, on voit de produits rouges. C'est des retardants. De retardant, ouais, bien sûr. Voilà. Hein. Donc ça, c'est ça aussi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, hein. C'est juste des réservoirs à l'intérieur d'un Non, avion. après, il n'y a pas de problème, c'est sûr, c'est jamais top d'envoyer encore une fois de la chimie dans la nature, même Oui, si c'est pour même si c'est pour une bonne raison. Mais bon, encore une fois, le but, c'est pas de tuer des gens, c'est plutôt d'essayer de protéger des choses. Hein, exactement. Mais alors, juste une question par rapport aux Canadair qui sont, enfin, dont on a vraiment l'habitude, ça fait partie de notre paysage à Marseille et dans la région marseillaise. Ça, Mhm. c'est plus efficace qu'un hydravion, qu'un Canadair? Il y a Tu peut-être dirais plus de produits? Ouais, voilà. que ce soit plus gros, oui et non. Alors, ces gros avions sont davantage utilisés aux États-Unis où il y a de grosses étendues de forêt. Ce que j'allais dire, quand tu as un Voilà, feu de forêt à Yosemite, c'est c'est ça. pas le feu de broussailles aux alentours de Martigues, quoi. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des avions qui sont peu maniables, donc les Ouais, utiliser sur des terrains accidentés, comme on peut le faire avec des Canadair, c'est ouais, c'est beaucoup ça. plus difficile. Parce Donc, ils volent à combien ceux-là, à peu près? 6 000 mètres? Peut-être même moins. ah non, par contre, ils vont vaporiser à très basse altitude. C'est Eh pas un ouais, souci. ouais. Voilà. Ouais, donc et imaginez-vous au volant d'un camion sur un truc. Enfin voilà, quoi. Ah, mais c'est des tonnes d'eau qui tombent, hein. Voilà, ouais. Voilà. J'imagine que pour le pilote, c'est pas simple non plus Non, de manier ce genre d'engin pour ce qu'ils vont en faire, effectivement. Ouais. c'est clair. Voilà. Et là où il y a une image qui est quand même assez fantastique, et c'est là qu'on tombe vraiment dans la bêtise, vraiment. Ouais, celle-là, quand même. Elle est fantastique celle-là, parce que ça montre à quel point une image qui est trafiquée dans un but d'être drôle, et ben en fait on vous dit regardez ce qu'on met sur cet avion et ce qu'on pulvérise. Ben non, je suis désolé, c'est juste un ventilateur qui est rajouté au bout de la perche. Ça c'est un ravitailleur en vol qui permet de faire le plein en carburant des avions de combat. Et donc c'est une perche, au bout il n'y a rien, c'est juste quelque chose qui va rentrer dans un réceptacle de l'avion de combat et Exactement. pour lui transférer du carburant et pour qu'il puisse aller plus loin. Mais ça, c'est un fake.
Surtout, même si ça ne l'était pas, quel serait l'intérêt de mettre un ventilateur à un avion qui est à entre 6 000 et 10 000 mètres? Voilà, quel intérêt? Je veux dire, t'y es pas, t'as pas besoin d'un ventilateur, quoi. Mais c'est peut-être encore une fois parce que le ventilateur, tu dis ok, ça diffuse, voilà, peut-être que pour marquer les esprits, c'est peut-être plus efficace, quoi. Ouais, voilà, bon. Mais les personnes qui ne connaissent pas cet environnement, ces procédés, du moins la réalité de l'aéronautique, ouais, c'est ça le truc. N'ont pas cette connaissance-là. C'est clair. Autre image. Alors ça, par contre, ouais, voilà, on en vient. Alors ça, je t'admets que ça, c'est quand même, avec, je pense que tu as gardé pour la fin, ça, c'est quand même dégueulasse. De faire ça, c'est nul. Voilà. Là, pour moi, c'est... C'est une modification du cockpit, en fait. En fait, là où vous avez Chemtrail, c'est pas du tout ça. Ce bouton, il sert pas du tout à ça. C'est le bouton No Smoking. C'est-à-dire que vous avez le petit voyant qui ne pas fumer, en fait, dans la cabine passager. Ben, en fait, il est commandé là-dessus. Voilà. Parce que, tu sais, Gilles, autant quelqu'un qui voit un contrail, qui dit oui, machin, on nous envoie... Ok, il y a une croyance personnelle, il y a une conviction. Mais là, il y a quand même un mec qui prend une photo d'un cockpit d'avion et qui se fait chier à le photoshopper, à changer les trucs et tout. Donc là, c'est le Tira Plana. Bravo Tira Plana, parce que lui, en plus, c'est festival. Hein. Tu vas sur son compte. Je ne connais pas. Mais bon, déjà, je pense terre plate. Bon, voilà, je crois qu'on a tout dit. On n'aurait pas grand-chose à lui dire de sympathique, je pense, hein, si on le rencontrait. Mais regarde le bouton juste au-dessus. Oui. Copilote éjecte. Voilà. Oui, ah bah. Alors, est-ce que c'est fait? Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est fait dans un but en disant c'est tellement énorme que les gens comprendront que c'est de l'humour? Enfin, je sais pas, quoi. C'est peut-être. Il y en a qui ne comprennent pas l'humour. C'est ça. Ouais, ou alors Et c'est ça qui est grave. C'est peut-être une façon de dire aux gens, mais regardez comme vous êtes cons, quoi. Copilote éjecte. Ouais. Non, mais voilà. Oui. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être des gens qui s'amusent de la connerie des gens. C'est possible aussi, quoi. Pour te dire comment des photos sont détournées, j'en ai pas là, mais j'ai eu passer sur le compte Facebook de quelqu'un, c'était fin juillet, par rapport au Covid, une image des fêtes de Bayonne avec le commentaire bravo les Bayonnais, en gros, de braver les interdictions de rassemblement, etc. Sauf qu'en fait, les fêtes de Bayonne ont été annulées. Cette image ne date absolument pas de 2021. Tu sais, on en parle souvent avec Jocelyn, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image en elle-même ne peut pas suffire parce qu'on peut la trafiquer, on le voit là, parce que c'est bien fait quand même en plus. Hein. Le mec, c'est bien emmerdé à le faire, quoi. Voilà. La source, le contexte, quoi. C'est de croire des images, mais on a également des choses qu'on entend dire régulièrement. On en a parlé avec le MH310, des choses qui sont répétées. Le public les prend pour acquis, alors qu'en fait, certaines choses sont totalement fausses. Ouais, mais alors c'est là où on a un problème aussi, on le voit au niveau du journalisme et autres. Nous, on le voit à notre niveau, une info est prise, répétée. Puis à un moment, ça devient une vérité, quoi. Voilà. Alors que le boulot du journaliste, c'est d'aller chercher la source. Mais bon, ça, c'est un autre débat, effectivement. C'est un autre débat. Donc, au niveau des images, j'ai à peu près fait. Tu as peut-être ce fameux badge, quand même, qui est quand même. Oui, le fameux badge. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est quand même le summum. Voilà, je trouve que c'est le summum. Alors, on imagine bien que ce pilote, au départ, montre peut-être effectivement un badge rond. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Non, peut-être autre chose. Hein. Ça, on ne sait pas. Je ne sais pas si la photo a été trafiquée ou pas. Voilà, moi, ça... Après, ça peut être de la propagande aussi pour promouvoir la vente de ce patch aussi. Hein. C'est-à-dire que le pilote aurait réellement posé avec ça? J'en sais rien. Ouais, ça paraît quand même. Ou alors le gars s'est fait chier à prendre. Enfin, ouais, tout est possible, quoi. Mais bon, c'est sûr que. Pour le partage d'écran, là, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ouais, non, mais complètement. Alors, bien sûr, encore une fois, moi, ce que je voulais, c'était en discuter avec Gilles parce que c'est vrai que de discuter, ça permet de répondre ou de se poser des questions qui n'étaient peut-être pas abordées dans la vidéo initiale de 20 minutes que tu as fait. Mais bien sûr, allez voir cette vidéo parce que vous allez voir, elle est édifiante dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui sont expliquées tout simplement et expliquées de façon assez simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très très compliquées pour expliquer. Demandez à des professionnels du métier des images qui vous paraissent étonnantes, le professionnel va vous dire mais c'est notre quotidien et on va vous expliquer ce que c'est. Donc voilà, c'est toujours pareil, quoi. Voilà. Ne vous contentez pas de ce que vous pensez ou de ce que vous voudriez. Surtout ça aussi, je trouve. Qu'est-ce que j'avais noté, moi Je vais parler un petit peu du futur de l'aviation, on va parler de l'avion à hydrogène. Ah bah oui, alors oui, cet avion à hydrogène.
Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup comme étant la solution justement au réchauffement climatique. C'est-à-dire que le moteur ne fonctionnerait plus au kérosène ou on aurait un mélange hydrogène-kérosène, alors peut-être. En fait, le carburant serait de l'hydrogène et on récupérerait en fait à la fin le gros de ce qui reste de la consommation, ce serait en fait de l'eau. Oui, voilà, C'est-à-dire qu'on va diminuer énormément les poussières qui sont issues de la combustion des carburants fossiles. Et donc, comme j'ai dit, on va donc diminuer les traînées. Ça, il y a certains constructeurs parlent d'une. Alors, j'ai plus les proportions en tête. Je crois que certains parlent de 70% en moins de contrails. Je ne saurais pas dire, je ne suis pas suffisamment spécialiste là-dessus. Maintenant, est-ce que l'hydrogène est la solution à tout ça? Je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais je ne suis pas forcément convaincu totalement non plus. Je veux dire, Gilles, le jour où on arrive sur une capsule comme ça, à faire taper le soleil et à faire fonctionner la machine, là on sera bien. Mais voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, mais pourquoi, je vais te dire pourquoi le raisonnement justement que j'applique fait me poser quelques questions. On va rejeter davantage d'humidité puisque c'est de l'eau qu'on va rejeter. Donc on va rendre l'atmosphère plus humide. Plus humide. Si on rend l'atmosphère plus humide, c'est-à-dire qu'il y aura une quantité d'eau dans l'atmosphère plus importante. Or, l'eau, c'est le carburant des nuages. Et donc, le carburant des nuages d'orage. Ce qui fait que, logiquement, on devrait s'attendre à une augmentation de la quantité de nuages. Et notamment, peut-être, de nuages d'orage. Est-ce qu'il y a des études par rapport à ça? Je ne saurais pas dire. Mais je pose cette question. Est-ce que l'impact de l'augmentation de la quantité d'eau dans l'atmosphère avec le moteur à hydrogène ne posera pas d'autres problèmes qu'on découvrira plus tard? Mais tu sais, c'est comme les fumeurs qui se mettent aux vaporettes. Je dis à quelqu'un qui fume pas, te mets pas à la vaporette, c'est une connerie. Mais quelqu'un qui fume, se mettre à la vaporette, par contre, c'est peut-être pas une connerie. Voilà, enfin, c'est toujours, c'est un moindre mal, on va dire. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. On le voit, le nucléaire, ça rejette, c'est ce qui rejette le moins de CO2, mais on a la problématique de traitement des déchets. Regarde, les Allemands en ce moment sont très emmerdés. Justement, les Allemands, parlons-en, c'est que les Allemands, ils ont décidé d'arrêter le nucléaire. Ils ont relancé leurs usines, leurs centrales électriques au charbon. Et maintenant, avec la pollution que ça crée, on a eu il y a quelques années justement une grosse vague de pollution qui venait de l'Est parce qu'on avait des vents d'Est, qui nous ramenait justement toute la pollution des centrales thermiques allemandes. Je dirais, alors Gilles, on peut faire une analogie, mais c'est comme voyager en avion, tu vas plus vite, par contre s'il y a un accident, tu as peu de chances de t'en sortir. C'est comme le nucléaire. C'est ça. C'est plus efficace, par contre s'il y a un accident, c'est pas bon, quoi. Mais à savoir que l'Allemagne ne veut plus de nucléaire, mais par contre, ça ne pose aucun souci à l'Allemagne d'acheter l'électricité produite en France par le nucléaire. Elle ne veut plus de nucléaire chez elle. Ça c'est un autre débat. Elle ne veut plus chez elle, mais elle veut bien chez les autres, effectivement. Fessenheim, rappelons-nous, c'était à 3 km de la frontière allemande. Bon, la centrale a été arrêtée, mais enfin, bon, c'est... Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté avant Fessenheim. Oui, tout à fait. Non, il avait passé papier, donc il est resté à la frontière, effectivement. Bon, Gilles, moi je dis l'avenir quand même de l'aviation, pour moi, je suis désolé, mais c'est les cités d'or, c'est le Condor. Voilà, le Condor. Moi, quand j'étais petit, j'aurais rêvé d'avoir ce machin-là. C'était top, quoi. Je crois que c'est ce que je préférais dans la série, quand ils prenaient le Condor en or et qu'ils se baladaient comme ça. Ça, c'était zéro pollution. C'est plutôt classe visuellement. Voilà, quoi. Mais en termes de place, par contre, c'est peut-être pas top. Je préfère le tic-tac. Ça fait pas de bruit, ça va très vite et ça fait aucune traînée. Et ça fait aucune traînée. Bon. Ouais, non, c'est une autre solution aussi. On ne sait pas de quoi il est fait le tic-tac. En tout cas, Alex nous dira peut-être un jour, si elle vient nous voir, on lui demandera, mais en quoi crois-tu qu'est fait le tic-tac, effectivement. D'ailleurs, tic-tac a fait une expérience rigolote. Ils ont balancé un tic-tac, un ballon tic-tac dans l'atmosphère. En tout cas, je ne sais pas à quelle altitude il est allé. C'était plutôt marrant. Moi, je trouve que Tic Tac a raison de surfer là-dessus. On utilise le Tic Tac. Ils ont bien raison. Ils seraient contents de pas le faire, quoi, effectivement. Donc c'est clair. Bon, j'espère. Moi, en tout cas, vraiment, je te dis merci, Gilles, parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est chemtrails. D'ailleurs, je disais chemtrails jusqu'à hier. C'est chemtrails. Voilà, c'est le terme exact. Moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui était là, sur lequel je me posais pas trop de questions, parce qu'encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité, mais je vois pas un pilote dire je vais balancer des trucs dans l'atmosphère
il y a mes gosses en bas. Enfin, voilà, Mais après, c'est ce que la théorie qu'ils ont, c'est pas tant ça, c'est que les pilotes, c'est fait à l'insu, c'est des choses qu'on mettrait dans le carburant, etc., qu'on rajouterait. Il y a aussi cette possibilité-là. Le problème, c'est que ce que ça dénote, c'est la difficulté de s'informer de façon fiable sur les réseaux sociaux. Et en pleine période Covid, on est dans le même cas. Je ne dis pas qu'il faut tout croire ce qu'on nous dit dans les médias. Je ne dis pas qu'il faut croire aussi ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Moi, ce que j'encourage les gens, c'est à se renseigner, mais de manière fiable auprès de prendre des bonnes infos aux bons endroits. Et d'avoir une vision objective des choses et pas de croire aveuglément ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'adore faire des émissions avec toi, Gilles, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, bon, alors on parle de sujets que tu maîtrises, encore une fois, hein, on ne parle pas de faire de la cuisine, encore que tu es peut-être très bon cuisinier, je dis ça, mais peut-être que tu cuisines très bien. C'est pas ce que je suis le meilleur. Donc voilà, donc on parle pas cuisine avec toi, mais quand on parle avec toi, on parle du MH370, on parle de Valentich, c'est un cas aviation, on parle des appareils de détection des pilotes, on parle des chemtrails, voilà, on parle de choses que tu connais, c'est ton métier. Voilà, tu es confronté au quotidien à l'aéronautique. Donc voilà, quoi. Voilà. Après, vous prenez, vous laissez, c'est le maybe. On a montré qu'il y a des choses qui sont effectivement pas super claires. Voilà. Faut être franc, faut dire les choses. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Enfin, sur les chemtrails, tels qu'on nous en parle, tels qu'on nous les machine. D'ailleurs, il faudra peut-être creuser parce qu'il y a quand même ces gens, je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, qui disent bon, on a mesuré, il y a des taux de machin, il y a des taux de bidule. C'est vrai qu'un jour, il faudra qu'on ait la curiosité d'inviter un médecin et qui peut-être, ou un laborantin, je ne sais pas, qui puisse nous dire un petit peu ce que ça représente, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça ne l'est pas, ça peut être intéressant aussi, c'est certain. C'est clair. Bien, Gilles, écoute, est-ce qu'on a fait le tour, il me semble, moi, de ce que j'avais noté oui, après, je rajouterai une chose sur la photo que tu as derrière toi, justement. Ouais. On voit donc les grosses traînées. Hein. Voilà. Mais on voit qu'il y a également un petit peu de traînée au milieu, tu vois. Et cette traînée, parfois aussi, justement, on dit que cette traînée, elle vient de produits qu'on balance. Non, en fait, cette traînée que l'on a souvent en dehors des moteurs, c'est de la vaporisation, comme on a dans un avion de chasse qui tourne très vite, très serré. Vous avez de la vapeur d'eau qui se crée au-dessus du fuselage. Là, c'est exactement ça. C'est le frottement de l'air sur les ailes de l'avion et sur le fuselage qui va créer derrière un peu cette condensation moins importante que les moteurs. Puis un espèce d'effet arc-en-ciel aussi, hein, parce qu'on rappelle que de l'arc-en-ciel, c'est quand même la lumière qui tape sur de l'eau. Exactement. Voilà. Et puis le filtre de la lumière se diffracte. Voilà, c'est ça le principe de l'arc-en-ciel. Hein, et à chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment un chaudron d'or au pied des arcs-en-ciel? Je n'ai pas la réponse. Ce sera l'objet de notre prochaine émission. Nous avons invité un lutin, il nous dira tout. On va monter l'expédition avec Jocelyn. Ils sont chiants, ces arcs-en-ciel. Ils bougent tout le temps, c'est difficile, effectivement. Bon, Gilles, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour parler un petit peu plus de cette très bonne vidéo que tu as faite. Et encore une fois, allez la voir. Elle dure 20 minutes, mais elle est passionnante. Vous ne voyez pas les 20 minutes passer. C'est ça qui est vraiment chouette. Merci pour ce coup de gueule, parce qu'il faut aussi de temps en temps dire les choses sans agressivité, mais de façon claire et précise, et j'espère qu'on va te retrouver très bientôt, en tout cas dans la saison 2021-2022. Ce sera un grand plaisir de profiter de ton expertise et de ta bonne humeur et de ta clarté. Donc tu es chez nous, chez toi, n'hésite pas, Gilles. Ce sera toujours avec plaisir. J'adore toujours revenir avec toi, Pascal. Merci beaucoup. Les amis, on vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions Maybe Planet. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, parfait. Écoute, on a fait 50 minutes quand même. Hein. Ouais. Mais je ne les ai pas vus passer. Hein, donc, très belle émission.